Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Symfony 4. D'abord, je vais me présenter moi. Après, on va parler de cette nouvelle version de Symfony. Du coup, je fais partie de la coopérative Lettiel.coop. Je fais partie de la core team Symfony et je m'active sur le framework API Platform. Notre boîte, si vous cherchez du boulot sympa, c'est une coopérative, une SCOP. On est 25. Sur les 25, il y a 25 propriétaires de la boîte et les décisions, elles sont prises à 25. Du coup, voilà, quand il y a des bénéfices, il y en a tout le temps, on les divise par 25. Comme ça, c'est à peu près clair. On dit tout le temps que Symfony, c'est un très bon framework pour les projets entreprises, ça l'est, c'est cool, mais par contre, c'est un petit peu compliqué lorsqu'on a des projets plus petits, qu'on veut faire des prototypes, qu'on veut faire des weekend projects, etc. L'un des objectifs, l'un des nombreux objectifs de Symfony 4, ça a été de casser ça et de rendre le code toujours aussi fiable, toujours aussi extensible, toujours aussi modulaire, mais de permettre de bootstrapper très facilement des projets et puis de développer beaucoup plus rapidement que ce que l'on faisait, que ce que l'on pouvait faire avec Symfony 3 et Symfony 2. Du coup, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ce n'est pas juste les fonctionnalités de Symfony 4, c'est un petit week-end project que j'ai fait avec un pote qui s'appelle Factory.football. Vous pouvez regarder sur votre ordinateur, c'est déjà en ligne, et ça tourne déjà avec Symfony 4. Et l'idée là-dessus, c'était pas de faire le code le plus propre possible, c'était surtout d'arriver à le faire en un week-end et de le sortir, et c'est le cas. Du coup, je vais vous montrer un petit peu tous les trucs et astuces que j'ai utilisés sur Symfony 4, et les fonctionnalités de Symfony 4 que j'ai utilisées sur ce site pour le faire. Alors, juste pour un petit peu de contexte, alors les images sont pas très nettes, j'espère que ce sera mieux quand il y aura du code. En fait, il y a un jeu qui s'appelle Mon Petit Gazon. Qui a déjà joué à ce jeu-là dans la salle? Donc, il y a un petit peu de monde. Le principe, c'est simple, c'est que vous créez une équipe avec des vrais joueurs. Le week-end, les matchs de foot, les vrais matchs de foot ont lieu. Et le jeu joue les matchs que vous avez organisés avec vos potes, avec vos équipes types, en prenant les vrais stats des vrais joueurs. Et du coup, en gros, s'il y a un joueur qui joue bien le week-end, bah vous allez gagner votre match. Et le site, le Weekend Project qu'on a fait, bah c'est des stats sur les joueurs et qui vous permettent de vous aider à constituer votre équipe type. Voilà, donc ça ressemble à ce qu'on montrait avant. Et pour prouver que ça marche vraiment avec Symfony 4, une petite capture d'écran de la version de développement. Voilà. Alors, d'abord, Symfony 4, qu'est-ce que c'est? Symfony 4, c'est la nouvelle version du framework qui va sortir en novembre 2017, donc le mois prochain. C'est hyper bientôt. Ce sera maintenu jusqu'en 2010, ce sera maintenu pour les bug fixes jusqu'en 2018 et ce sera maintenu pour les problèmes de sécurité jusqu'en 2019. Donc c'est pas une version LTS, c'est une release qui est assez courte. Et ça sort un zap. Alors, qu'est-ce que c'est Symfony 4? On peut le dire autrement. Symfony 4, c'est Symfony 3.4. C'est exactement la même chose, sans la rétrocompatibilité avec Symfony 3.0. C'est-à-dire qu'actuellement, vous avez une application qui tourne avec Symfony version 3.0. Vous pouvez la mettre à jour vers Symfony 3.4, qui est elle aussi en bêta. Ça va tourner, vous aurez juste des notices de dépréciation. Symfony 4.0, c'est exactement le même code et les mêmes fonctionnalités que Symfony 3.4, mais sans la couche de rétrocompatibilité. Du coup, si vous mettez à jour votre projet Symfony 3.0 vers Symfony 3.4 et que vous réglez toutes les warnings qui sont notifiés, eh bien vous pouvez ensuite mettre à jour vers Symfony 4.0. Il y a un upgrade pass comme ça qui est continu. Symfony 3.4, en revanche, donc il y a la même chose que Symfony 4 au niveau des fonctionnalités, donc tout ce que je vais vous montrer là, ça marche avec Symfony 3.4. Vous pouvez... Symfony 3.4, c'est une version LTS, et du coup, elle sera supportée pour les bugs fixes et les security fixes, pour les security fixes en tout cas jusqu'en 2021, et pour les bugs fixes jusqu'en 2020. Du coup, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser pour des vrais projets qui vont durer longtemps, et vous allez avoir de la maintenance. Alors, qui a déjà utilisé l'installateur de Symfony? Ok, presque tout le monde. Et bien maintenant, il ne sert plus à rien. Ça, c'est la première grosse nouveauté. Pour installer Symfony 4, ou Symfony 3.4, on utilise directement Composer. On va taper Composer Create Project Symfony Skeleton, que je vais présenter juste après, puis le nom du projet. Actuellement, si on veut tester la bêta 1 de Symfony 4 ou de Symfony 3.4, il faut rajouter le flag stability égale bêta, sans quoi ça va utiliser pour l'instant cette nouvelle édition standard, cette nouvelle structure de répertoire avec Symfony 3.3. Ce qu'il faut savoir, c'est que Symfony 4, on va dire que c'est un terme marketing qui englobe pas mal de nouveautés que je vais vous présenter là, mais il y en a qui ont été émergées, beaucoup qui ont été émergées dès Symfony 3.3, qui sont déjà utilisables, et d'autres dans Symfony 3.4, qui est Symfony 4 avec la couche de compatibilité. OK? Alors j'espère que vous voyez quand même quelque chose. Ça devrait le faire. Du coup, quand on lance ce Create Project, on voit que c'est une sortie un petit peu personnalisée, j'y reviens après, de Composer. Il nous installe quelques paquets.
très peu finalement Flex, Console, Routing et Framework Bundle. Vous voyez qu'il n'y a plus Symfony/Symfony, c'est une des grosses nouveautés, et il nous dit vous pouvez lancer le serveur de développement intégré PHP directement en ligne de commande comme ça. Donc il n'y a plus par défaut la commande, par exemple, server start. C'est juste quelque chose d'extrêmement minimaliste. Si, après avoir fait ça, on peut lancer localhost 8000 en ayant utilisé le serveur PHP de développement intégré, et puis on voit cette petite page-là qui nous dit, voilà, vous êtes prêt à partir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'installé avec ça? En fait, quand on tape create project Symfony Skeleton, Packagist va chercher le dépôt qui s'appelle Skeleton et qui contient un seul fichier. Ce fichier, c'est ça. Vous voyez, contrairement à l'édition standard de Symfony 3, le ménage a été fait. Il n'y a presque plus rien, et le nombre de dépendances est très très réduit. Donc ce qu'on peut noter aussi, c'est que pour Symfony 4, il faut PHP 7 minimum. Donc si vous n'avez pas encore fait la mise à jour vers PHP 7, c'est le moment ou jamais. Ensuite, on a Flex. On va y passer un moment, donc j'insiste pas trop là-dessus. La console qui nous sert pour les tâches d'administration au départ. Framework Bundle, donc c'est le cœur de Symfony, c'est ce qui va, voilà, c'est vraiment le paquet le plus important qui va nous permettre de démarrer notre projet avec le framework. Symfony LTS, qui est un meta-package qui sert à rien, qui permet juste de donner des contraintes composeurs. Et vu que maintenant on n'utilise plus Symfony, mais qu'on utilise composant par composant, il peut y avoir des variations de version. On pourrait avoir un paquet qui décide Symfony 3.4 et un autre composant en 3.3 et un autre composant en 4.0. Ce paquet-là, il permet d'uniformiser tout ça et là de dire je veux minimum du 4.0 pour tous mes composants. Mais il n'y a pas de code dedans. Et YAML, c'est le fameux parseur YAML de Symfony qui va nous servir pour la config. Dernier petit truc, on va y revenir aussi longuement, Dotenv en require dev. Okay, donc, gros changement, le ménage a été fait, il n'y a plus les dizaines de fichiers de Symfony édition standard, maintenant, c'est un seul fichier. Quand on installe ce fichier, pareil, la taille des dépendances est extrêmement réduite. Au lieu de récupérer la trentaine de composants Symfony qui sont dans Symfony comme avant, et puis d'activer toutes les fonctionnalités dont on va peut-être jamais se servir dans le projet, là on part sur quelque chose qui est un micro-framework extrêmement minimaliste avec une liste de dépendances. Là, c'est tous les paquets qui sont installés en production qui est réduite. 20 paquets, dont quelques méta-paquets, dont les PSR qui sont juste des interfaces, etc. Donc, très peu de code. Donc ça, c'est... Masaretti, c'est la Symfony standard édition. Et Zinedine Zidane, c'est plutôt Symfony Flex. Alors, revenons un petit peu sur notre structure de répertoire. Hop. Donc là, j'ai installé avec Composer Create Project une version de Symfony 4. J'ai dit que dans le dépôt sur Packagist, il n'y avait qu'un fichier, ce qui est vrai. Par contre, ce qui est généré sur mon disque dur, c'est un peu plus que ça. Vous voyez, là, je fais un tri de ce qui a été installé. Du coup, j'ai bin console, c'est la même chose qu'en Symfony 3, jusque-là, ça va pas très très loin. J'ai toujours un dossier config, sauf qu'il a été beaucoup simplifié. J'ai un fichier de config par paquet que je vais installer, donc c'est dans le dossier package. Je peux les organiser par environnement, dev, test, etc. Sur quoi j'en ai un pour framework, c'est le framework bundle. J'en ai un pour routing, c'est le router. On va voir que tous les paquets que je vais pouvoir installer par la suite vont avoir leur propre fichier de configuration. J'ai un fichier routes.yaml et un fichier services.yaml qui contiennent respectivement mon information de routing et mes définitions de service, même si on va voir juste après que des définitions de service en Symfony 4, il n'y en a quasiment plus. Le dossier web a été renommé public et contient un seul fichier par défaut, index.php. Il n'y a plus les apps machin, c'est revenu sur les standards. L'idée, c'était pareil, de faire quelque chose d'assez minimaliste et puis d'assez standard qui fonctionne partout. On va voir après qu'il se configure ce fichier via variable d'environnement et du coup, on va quand même pouvoir avoir un mode de production, un mode de développement, mais tout dans un seul fichier. Et finalement, j'ai un dossier SRC, il n'y a plus de app bundle, c'était le gros débat, combien de bundles, est-ce que j'en fais un app bundle, est-ce que j'en fais un par fonctionnalité? En Symfony 4, vous avez la réponse, il n'y a plus du tout de bundle. Et vous organisez votre logique métier directement dans le dossier SRC. On voit qu'il y a juste deux trucs par défaut, le kernel qui a bougé de la config parce qu'en fait c'est du code dans SRC, on va y revenir aussi, et puis un dossier qui est pré-créé, où on peut mettre nos contrôleurs, mais libre à vous de les mettre autre part si ça vous chante. Il va y avoir des recommandations, des bonnes pratiques, etc. sur la structuration à l'intérieur de ce dossier app, mais par contre, l'idée c'était un peu de casser la dépendance en dur à tout ce qu'on connaît avec Symfony et de permettre d'avoir beaucoup plus la main et de faire des choses beaucoup plus réduites en termes de code, en termes de configuration, en termes de convention ou d'appliquer les siennes. Du coup, là-dedans, vous allez être libre d'organiser votre code comme vous le souhaitez. Du coup, on voit que la profondeur de répertoire, ça a été hyper réduit, tout a été aplati. Il n'y a plus de bundle, donc voilà, ça c'est un truc qui est réglé. Alors, il n'y a plus de bundle privé pour votre code.
Par contre, il y aura toujours les bundles publics que vous pouvez installer hyper facilement pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. Il y en aura même peut-être encore plus, on va y venir après. Par contre, c'est pour votre code à vous, si vous n'avez pas l'intention de réutiliser le code ou de le rendre open source, il n'y a pas de raison de vous embêter avec toutes les fonctionnalités et toute la complexité qu'introduisent les bundles, vous pouvez faire simple, et vous devriez faire simple. Et du coup, j'ai parlé des variables d'environnement. Le fichier parameters, il manque un S sur ma slide, .yaml n'existe plus, et on utilise des variables d'environnement pour paramétrer l'application. En mode développement, on peut utiliser un fichier .env qui permet de faire ça facilement. En production, on va plutôt paramétrer notre serveur, notre conteneur Docker ou les trucs qu'on va utiliser pour déployer pour exposer des variables d'environnement. Tous ces fichiers et ces répertoires qu'on voit là par défaut, en fait, ils ont été générés par un outil qui s'appelle Flex lorsque les dépendances précises listées dans le fichier composer.json du skeleton a été installé. C'est pour ça qu'il n'y a rien dans le dépôt, parce que suivant la dépendance qu'on installe, Flex va être capable de générer les fichiers, la structure de répertoire, la config qui va bien pour ce paquet. Alors, le nouveau noyau, il a une petite particularité. Depuis Symfony, je crois que c'est 2.8, je ne voudrais pas dire de bêtises, il me semble que depuis Symfony 2.8, il y a un micro-framework dans Symfony qui est 100% compatible avec toutes les fonctionnalités de Symfony qui a été introduit par Ryan Weaver. Et dans Symfony 4.0, le choix a été fait de se baser sur ce micro-framework. Du coup, ça signifie que si vous voulez avoir une appli qui ne contient qu'un fichier, mais toute votre logique là-dedans, vous pouvez le faire. Si vous voulez avoir un petit peu plus de structure pour une appli type Silex, Symfony 4, c'est entre autres très probablement la fin de Silex, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'intérêt à utiliser Silex avec toutes ces fonctionnalités-là. On peut faire la même chose, on peut faire aussi minimaliste avec Symfony 4 que ce qu'on faisait avec Silex. On peut aussi faire beaucoup plus compliqué ou beaucoup plus large, comme les projets Symfony 3 habituels. Donc voilà, on se base sur ce microkernel, par défaut. Donc il est temps maintenant de voir probablement la plus grosse nouveauté, celle qui a été la plus présentée de Symfony 4, qui s'appelle Flex. Qui parmi vous l'a déjà utilisé, Flex? Ok, quand même pas mal de gens. Alors, ce qu'il faut savoir sur Flex, c'est que vous pouvez déjà l'utiliser avec Symfony 3.3 en version stable, vous pouvez l'utiliser avec Symfony 3.4 et vous pouvez l'utiliser, ce que j'ai fait là, avec Symfony 4.0. Ça va peu ou prou ressembler à la même chose. Flex, c'est un plugin pour Composer. Techniquement, ça marche comme ça, ça se hook sur Composer et ça permet d'exécuter des actions. En fait, ça va nous permettre de configurer de manière un peu plus profonde des packages qu'on va venir télécharger, des bibliothèques ou des bundles, et de les intégrer facilement avec Symfony. Flex fonctionne avec les bundles Symfony, mais aussi avec n'importe quel paquet PHP. Il n'y a plus de dépendance en dur, il n'y a plus besoin forcément d'un bundle pour installer un paquet. Par exemple, Redis, vous pouvez juste installer Prodis, et puis Flex va être capable de l'auto-configurer pour Symfony sans qu'il y ait rien de spécifique au framework qui soit là-dedans. Flex va être capable de générer les structures de répertoire, les fichiers, les exemples, on va dire, de config qui vont bien, et puis d'enregistrer les bibliothèques et les bundles directement dans le framework Symfony. On va voir quelques exemples à la fin qui, je pense, vont vous impressionner. Et Flex remplace l'édition standard de Symfony, donc c'est maintenant, plutôt que d'avoir un squelette qu'on va venir éditer, changer, et puis sur lequel on va avoir du mal à faire les mises à jour de version en version sur l'édition standard, etc. Bah là, l'idée, c'est qu'on parte à quelque chose de petit et qu'on va pouvoir composer notre application, qu'on va pouvoir dire j'ai besoin de tel ou tel composant, fonctionnalité, bundle, et automatiquement, on va pouvoir les installer sur le projet existant. Typiquement, avant, il y avait une API édition de Symfony, et puis l'édition standard de Symfony, puis il y avait une édition Sonata de Symfony. Si je voulais une API Sonata, il n'y avait pas trop de solutions, si ce n'est prendre n'importe laquelle, prendre par exemple l'édition Sonata et puis installer l'API dessus. Là maintenant, on va voir qu'avec Flex, la grosse nouveauté, c'est que je peux partir de mon squelette minimaliste et dire je veux une API et Sonata, alors Sonata n'est pas encore supporté, mais une interface d'administration, Flex va se débrouiller pour paramétrer tout ça et faire en sorte que ça fonctionne correctement ensemble. Alors, comment ça peut fonctionner? En fait, il y a ce qu'on appelle des recettes, qui vont permettre de décrire comment on fait pour installer un paquet dans Symfony et comment on fait pour l'enregistrer, pour le faire détecter par le framework. Et du coup, à partir de ça, Flex va être capable de générer le code qui va bien et puis d'enregistrer les bundles et les paquets qui vont bien. Il y a aussi beaucoup de boulot qui a été fait sur le framework bundle de Symfony pour être capable d'auto-détecter, à grands coups de classe exist, si tel ou tel composant Symfony, paquet externe, etc. est présent. Et du coup, typiquement, par défaut, il n'y a plus le composant de formulaire. Du coup, il est désactivé. Du coup, ça va plus vite à l'exécution. Si on installe le composant formulaire,
Framework Bundle va le détecter, va activer à ce moment-là, parce que si on l'installe, c'est probablement qu'on va l'utiliser, les fonctionnalités qui ont trait au formulaire dans Symfony. Du coup, ça c'est gain en performance, parce que souvent, tout le monde oubliait de désactiver ces fonctionnalités qu'on n'utilisait pas. Bon, maintenant, elles ne sont plus activées par défaut, et c'est de l'opt-in. Il faut choisir d'installer le composant qu'on va utiliser si on veut s'en servir. Du coup, gain de performance pour ceux qui oublient de faire le ménage, ce qui est tout le temps le cas quand on est pressé, quand on veut faire ce type de projet, où on a une journée pour le développer. Il y a deux dépôts qui sont open source, qui contiennent ces recettes d'installation. Il y en a un qui s'appelle Recipes, et qui sont les recettes officielles supportées par la Core Team Symfony, qui auront le même niveau de support que le framework lui-même. Et puis, il y en a un autre qui est Contrib, donc où les recettes qui rentrent là-dedans doivent être validées par la Core Team Symfony pour être ajoutées, et elles sont supportées officiellement. Ensuite, il y a un dépôt Contrib qui est ouvert à tous, où n'importe qui peut proposer sa propre recette d'installation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les bundles n'ont pas forcément besoin de recettes. Il y a un mécanisme d'autodétection dans Flex qui est assez avancé et qui permet pour les bundles simples qui n'ont pas besoin de config spécifique de juste les installer même s'ils n'ont pas de recettes associées. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose? Non? Bon. C'était un exemple de fichier recette, mais ouais. En gros, c'est un fichier JSON. Bon, je mettrai les slides en ligne, vous verrez ça avec un peu plus de détails. C'est un fichier JSON qui nous permet de dire, dans ma recette, j'ai des fichiers. Je veux les copier dans le dépôt, dans le projet de l'utilisateur qui va les installer. J'ai des variables d'environnement qui doivent être définies, donc je veux les copier dans le fichier .env que je vais utiliser. J'ai des éléments à rajouter au gitignore, du coup je veux les ajouter dans le gitignore du projet. Donc en fait, c'est plein de petites étapes qui permettent de générer les fichiers et mettre à jour la configuration du projet dont j'ai besoin pour installer un paquet en particulier. Et là, c'est la recette de Framework Bundle. Du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a fait notre read project, on a installé via les dépendances Composer Framework Bundle, et c'est pour ça que cette structure de répertoire a été installée. Si je ne veux pas de Framework Bundle, je peux quand même utiliser Flex, et du coup, je n'aurai pas cette structure par défaut, mais j'aurai ce qui est généré par les recettes attachées à mes paquets PHP. Il n'y a pas, en fait, de couplage fort entre Symfony et Flex, entre le framework Symfony, Framework Bundle et Flex. Ça marche comme pour tous les autres paquets via une recette. Alors, pour l'instant, mon appli est vraiment minimaliste. J'ai utilisé Twig, je n'ai pas cédé à la mode du JS pour ce weekend project. Du coup, le premier truc dont j'ai besoin, c'est Twig. Pour installer Twig, je tape Composer Require Twig. Vous allez me dire, Twig, ça n'existe pas sur Packagist. Comment ça marche? En fait, dans les recettes, pour les paquets officiels uniquement, il est possible de régler des alias. Ok, on ne va pas marcher trop fort. Il est possible de définir des alias qui permettent une installation simplifiée. Donc en fait, Twig, c'est juste un alias de Twig PHP/Twig. J'installe ça, donc ça l'installe via Composer habituellement, et Flex vient se hooker à la fin, et puis on peut voir qu'il y a une petite ligne. Configuring one recipe Twig bundle. Et en fait, la recette de Twig va être exécutée à ce moment-là, et les fichiers pour installer Twig sur mon projet vont être créés à ce moment-là. Ça, c'est la recette de Twig. On la voit, je pense, un petit peu mieux. Du coup, on dit que j'ai un bundle qui est fourni avec la recette Twig, ça s'appelle Twig bundle. Alors, j'ai dit des bêtises, l'alias, il est sur Twig bundle, il n'est pas sur Twig PHP. On va copier quelques fichiers. Donc, il y a des fichiers de config qui sont fournis dans la recette Twig. On va les copier dans le projet de l'utilisateur. On va créer un dossier templates, et puis on va copier les templates qui sont fournis dans la recette. Enfin, le template, en l'occurrence, parce qu'il n'y en a qu'une. Et puis là, voilà, ces fameux alias. Donc si je veux installer Twig avec Flex, je peux taper Composer Require, Twig Template ou Templates, ça va fonctionner. Ça fait quoi ça, voilà, cette recette, par exemple, 2, 4, 5, elle m'a créé 5 fichiers. Et là, vous ne voyez rien parce que le vidéoprojecteur n'est pas terrible, mais il n'y a rien de très intéressant. J'ai le fichier de config de Twig. Donc j'ai dit maintenant, il y a un fichier de config par paquet, il n'y a plus un seul config.yaml où il y a tout dedans. Eh ben, il y a ce fichier de config de Twig qui est généré avec quelques éléments de configuration. Il y a le bundle qui est ajouté, donc c'est juste un tableau PHP maintenant. Voilà, donc j'ai le bundle Twig qui est ajouté pour tous les environnements. J'ai une route par défaut qui est ajoutée pour gérer les erreurs 404, et puis j'ai un template HTML5 de base qui est généré. Voilà, donc c'est pareil, l'idée pour les recettes, c'est aussi de rester minimaliste et de juste proposer le strict minimum pour que ça fonctionne et qu'on puisse l'étendre et qu'on puisse ajouter notre propre logique. Tous les composants Symfony et déjà beaucoup d'autres paquets populaires en PHP sont disponibles via Flex et avec des recettes associées. Entre autres, là, pour mon projet, j'ai besoin du serializer de Symfony, du support des annotations @route, etc., que j'ai voulu pour gagner du temps, qui n'est pas installé, qui n'est plus installé par défaut, et puis de Doctrine. Du coup, j'ai utilisé les alias et j'ai juste tapé cette commande-là,
pour installer ces paquets en plus. Par contre, c'est une opération, avant tout était installé et avait qu'à utiliser et à désactiver. Maintenant, c'est l'inverse. Rien n'est installé, c'est à vous de choisir finement ce que vous voulez utiliser. Et ça, c'est quand même un gros pas en avant par rapport à l'édition standard. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que Flex est capable d'installer des paquets, mais aussi de les désinstaller proprement. C'est aussi pour ça que les fichiers sont splittés un par paquet, etc. Ce qui n'était pas possible avant. Autre gros changement dans Symfony. Et je vais accélérer un petit peu, mais Flex, c'était probablement l'une des parties les plus importantes avec celle-ci. L'autre gros changement dans Symfony, c'est la manière dont on va développer avec. Qui a déjà utilisé l'auto-wiring qui est introduit en Symfony 2.8 ? OK ? Et bien maintenant, vous avez toujours le choix de ne pas l'utiliser, mais la grosse différence, c'est qu'il sera activé par défaut. Du coup, dans Symfony 4, tout est service, y compris les contrôleurs, y compris les commandes. L'auto-wiring est activé par défaut, et les commandes et les contrôleurs sont des services avec l'auto-wiring d'activer. Okay, avant, il y avait des cas où, par exemple, le contrôleur ou les commandes, on injectait le conteneur, on l'utilisait comme un service locateur. Ça, c'est fini. Vos classes de contrôleurs et de commandes ce sont des classes comme les autres qui doivent être avec des dépendances explicites, qui peuvent être unit testées, etc. Et le framework, le conteneur d'injection de dépendance, ce n'est plus qu'un internal du framework. Il faut savoir le configurer. Ce sera encore nécessaire dans certains cas. Par contre, il ne devrait jamais se retrouver dans votre code à vous. Ce sera vraiment quelque chose qui va s'utiliser depuis l'extérieur. Si vous ne savez pas quoi faire ce soir, tout ce que je vais montrer là juste après, ça a été conçu lors de l'apéro communautaire du forum PHP l'année dernière, après quelques bières. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire ce soir, mais on va probablement faire des trucs cool. Donc n'hésitez pas si vous voulez contribuer à Symfony 5, ça va peut-être se passer ce soir. Alors, ça c'est un contrôleur. C'est la manière dont j'aime bien écrire les contrôleurs, qui n'est pas forcément celle de tout le monde, qui est issue de mon projet là, que j'ai présenté juste avant. Alors on ne voit pas grand-chose, je m'en doutais un petit peu, donc j'ai zoomé sur la partie importante, peut-être juste un truc, où j'ai une méthode construct et j'ai une méthode invoque. Vous voyez tout ce que c'est les méthodes invocables en PHP ? OK. Qui va être automatiquement appelée lorsque mon contrôleur va être récupéré. C'est juste que là, je fais une action par contrôleur, du coup j'ai utilisé une méthode invoque. Juste, en type-intant mes dépendances, ici j'ai besoin de twig et ici j'ai besoin de doctrine, Symfony va se débrouiller pour construire, si elles n'existent pas, ces services, et puis les injecter dans mon projet. La grosse implication de ça, c'est que je n'ai plus une seule ligne de YAML ou de XML pour définir mes services qui peuvent vite devenir énormes et vite très difficiles à maintenir, à refactorer, etc. sur mon projet. Là, maintenant, je me concentre sur le PHP, j'écris mon PHP, je fais du code propre, je donne des dépendances explicites dans le contrôleur, Symfony s'occupe de tout le reste pour que ça marche. Si je change mes dépendances, automatiquement, le conteneur d'injection de dépendances va s'adapter et va être capable d'ajouter les nouvelles dépendances ou les anciennes. Là, c'est des classes qui sont fournies par des bundles. Si je crée une classe dans mon projet, toto.php, et que je la type in dans mon contrôleur, pareil, pas de config, le conteneur d'injection de dépendance va être capable, grâce à la réflexion, de la trouver, de créer un service qui aura comme nom du service, comme ID du service, le nom de la classe, et de l'injecter partout là où j'en ai besoin. Et ça marche pour n'importe quelle classe. Ça marche pour les contrôleurs, mais ça marche aussi pour toute autre classe que vous aurez dans votre projet. Donc il n'y a plus de config. Ça, c'est la grosse nouveauté, et c'est ce qui permet de gagner énormément de temps, entre autres sur ce type de weekend project. Mais au final, on l'utilise aussi sur les gros projets entreprises, et au final, le fait de ne plus avoir de config à écrire, c'est quand même quelque chose qui facilite la vie au quotidien. On nous demande souvent, est-ce que c'est plus lent ? La réponse est non, parce que le conteneur de Symfony, contrairement à celui de Laravel, il est compilé. Du coup, au runtime, tout a déjà été calculé, et ça va aussi vite que si vous n'utilisez pas l'auto-wiring. Pour les contrôleurs, et uniquement pour les contrôleurs, on peut aussi simplifier encore un peu ça, et type-inter les dépendances dont on a besoin directement dans l'action. En l'occurrence, ici, mon action, c'est la méthode invoque. Ça pourrait être une méthode index-action, si je préférais le style un petit peu plus ancien. Donc, je peux les type-inter là, et ça va être injecté aussi. Dernier truc, si vous aimez bien Symfony 2 et que ça vous embête de définir les dépendances explicitement, etc., vous pouvez toujours faire un extense de abstract controller, et puis vous avez toujours ces proxy méthodes, sauf que cette classe, ça reste un service. Et ce service, il y a l'auto-wiring d'activer dessus, du coup, vous pouvez utiliser ces méthodes magiques, entre guillemets, proxy en tout cas, et puis rajouter vos dépendances à vous dans le constructeur, ça va marcher quand même. Les conteneurs, les contrôleurs et les commandes dans Symfony 4 sont tous des services. Donc ça, c'est les grosses nouveautés. J'ai pas beaucoup de temps, on pourrait faire un talk complet sur ce sujet de l'auto-wiring. Donc les ID, maintenant, ce qui est recommandé, c'est que l'ID, s'il n'a qu'une instance, c'est que ce soit le nom de la classe.
Les services sont créés à la demande dès qu'avec la réflexion on détecte qu'il y en a besoin. Le conteneur d'injection de dépendance peut être configuré par variable d'environnement, ce qui était un peu plus embêtant avant. Il y a l'autoconfiguration qui est possible pour beaucoup de services, tous ceux natifs dans Symfony et ceux dans pas mal de bundles maintenant, où en gros, on va détecter que c'est un event subscriber, on va lui rajouter automatiquement les tags qui vont bien sans qu'il y ait besoin de configurer quoi que ce soit. Pour les cas, on va injecter des paramètres. On n'a pas le temps d'en parler là, mais on peut utiliser une syntaxe simplifiée qui est décrite ici. Tous les services sont privés par défaut parce que maintenant, on n'a plus à utiliser le conteneur en service locator. Du coup, on n'a jamais à faire $conteneur get machin. Ça permet de gagner en performance. Et c'est compatible avec la PSR 11. Si vous voulez le talk dédié à ça, qui va être super bien et super pointu, il faut aller voir Nicolas à Cluj en novembre. Ça va être super bien. Alors, autre grosse nouveauté sur Symfony 4, c'est la compatibilité accrue avec les plateformes de cloud computing, que ce soit Heroku, Container Engine, App Engine, AWS, etc. Alors, on va parcourir très très vite ça, parce qu'il y a aussi beaucoup à dire. L'idée, c'est quand même de faire le tour. Maintenant, l'application, on l'a déjà vu un petit peu, se configure avec des variables d'environnement, ce qui est la manière de faire sur toutes les plateformes de cloud qui existent à l'heure actuelle. Du coup, c'est complètement compatible par défaut avec ça. Et c'est pour ça, entre autres, que ça a été changé. En mode développement, pour vous simplifier la vie, il y a un nouveau composant qui s'appelle .env qui permet de gérer facilement et changer facilement les variables d'environnement sur vos postes de développement uniquement. Tout ça, c'est géré par Flex. C'est compatible avec ces plateformes-là, et là, c'est ce qui remplace le parameters.yaml, ce qui est utilisé dans tous les langages de programmation pour toutes les plateformes de cloud computing. Du coup, c'est beaucoup plus standard que ce qu'on avait avant, beaucoup plus simple. C'est dans l'esprit de Flex. Il y a un nouveau logger qui est par défaut, sans avoir besoin de monologue, qui est ultra minimaliste, qui se contente d'envoyer tous les appels à l'interface PSR3 logger vers la sortie standard, vers la sortie d'erreur standard, ce qui tombe bien, parce que c'est comme ça que marchent les systèmes de logs de Docker, de Google Container Engine, de Amazon, etc. Du coup, ça s'intègre très très bien avec les plateformes de cloud. Hop. Donc, en local, ça ne rend pas forcément top, mais votre plateforme de cloud va être capable d'isoler de quel nœud proviennent les logs et de vous donner une interface intuitive pour chercher dedans. On gère il y a une compatibilité avec, parce que ce n'est pas toujours top d'utiliser les variables d'environnement, je crois qu'il y a un lightning talk ce soir par Damien Alexandre, donc il vous expliquera pourquoi. On gère les secrets, les fichiers secrets qui sont supportés par Docker et Kubernetes. Pas le temps de rentrer dans les détails. Le conteneur, maintenant, vous pouvez le compiler sur un serveur de CI ou sur votre buildbox et puis déployer ça dans le conteneur d'injection de dépendance, dans un conteneur Docker ou directement sur votre serveur de prod parce qu'il n'y a plus aucun chemin absolu dans ce qui est généré comme code dans le cache de Symfony. Et il y a un gros truc qui arrive sur lequel Nicolas est en train de bosser beaucoup, c'est la compatibilité avec PHP-PM, pour ceux qui connaissent, donc qui permet d'avoir une event loop et du coup de ne plus tuer PHP à chaque requête. Ça devrait permettre d'avoir d'énormes gains en performance. Du coup, maintenant, contrairement à avant, il n'y a aucune configuration à faire pour déployer votre app Symfony 4 sur Heroku, sur Google Container Engine, ou pour l'utiliser avec Docker. Le setup par défaut convient parfaitement. En parlant de Docker, dommage que mes emojis s'affichent mal, en parlant de Docker, il y a aussi du boulot qui a été fait là-dessus. J'ai fait un petit environnement pour Symfony Flex, qui est à la fois un installateur de Flex et un environnement de runtime que vous pouvez utiliser sur votre poste de développement et aussi en production. Enfin, moi, je l'utilise avec Kubernetes sur Google Container Engine et ça marche plutôt bien. Du coup, pour récupérer un projet Symfony qui marche avec Composer, avec une version de PHP qui va bien, avec les optimes de PHP.ini qui sont recommandés dans la partie performance de la doc de Symfony, vous allez sur ça, vous téléchargez l'archive sur GitHub, vous faites Docker Compose Up, il n'y a même pas besoin de PHP sur votre machine, vous obtenez ça. Et ça inclut du coup un setup sur votre machine de développement, vous allez pouvoir versionner, etc., de Docker pour Symfony Flex, plus un reverse proxy HTTP2, on va en parler un petit peu après, qui supporte HTTPS et HTTP2 au-dessus de Symfony. Okay. Ce conteneur, ce setup, il contient un PHP FPM, des Nginx, il supporte HTTP2, et vous pouvez l'utiliser jusqu'en production. Et ça, c'est possible grâce aux changements qui ont été faits, que j'ai présentés dans la section d'avant. Maintenant, on va parler un petit peu de front-end et de JavaScript.
il y a un nouvel outil, c'est le premier composant qui a jamais été créé en JavaScript et qui fait partie du projet Symfony, qui s'appelle Encore, qui a été créé par Ryan Weaver et qui remplace Ascetic, si on veut schématiser, et qui remplace Ascetic en s'appuyant sur l'écosystème front moderne. C'est un truc qui supporte Babel, qui est basé au-dessus de Webpack, c'est en fait une couche d'abstraction plus simple au-dessus de Webpack, et qui supporte React, Sass, Bootstrap, etc. Comment ça marche? Si vous utilisez Flex, vous installez un squelette de fichiers qui va bien en tapant Composer Require Encore, et ensuite on délègue tout ce qui est possible de faire en front aux outils front, donc vous tapez yarn install ou npm install si vous préférez npm, qui va récupérer tous les paquets nécessaires au fonctionnement de cet outil. Ensuite, là, mon appli, c'était un vieux thème acheté à pas cher avec du jQuery dégueulasse de partout. J'ai juste retrouvé les bibliothèques open source qui correspondaient. Et là, c'est le fichier de config encore qui va permettre de dire, je vais choper tout ce qu'il y a dans le dossier, je vais choper le fichier asset main.js, et puis je vais compiler tout ça, tout ce qu'il me faut, avec jQuery, dans mon dossier build. J'ai bidouillé un petit peu avec Webpack, avec un grand coup de require pour dire tous les fichiers dont j'avais besoin. Pareil pour le CSS, ça c'est mon fichier main en question qui récupère les fichiers de mon thème en fait. Et puis ensuite, je peux taper encore env ou encore prod, suivant si je veux du minifié ou du non minifié. Et automatiquement, j'ai des fichiers JS qui utilisent Webpack, la minification, qui peuvent transpiler de l'ES 2016, 2017 en JavaScript traditionnel, qui peuvent compiler du Sass, etc. Tout est supporté, ça marche super bien comme remplaçant d'Ascetic. Et je peux juste référencier ce fichier généré directement dans mon template Twig. C'est ce que j'ai fait dans ce projet. Et c'est hyper facile, il n'y a pas besoin de se coltiner Webpack à la main, ce qui n'est pas forcément évident. Bien sûr, si vous préférez faire du vrai JS, c'est pas plus mal d'utiliser des trucs comme Vue.cli ou Create React App. Allez, j'accélère encore pour parler d'HTTP2 cette fois-ci. Il y a plein de trucs que vous voyez dans Symfony 4, et il y a le support natif de HTTP2, en tout cas au mieux qu'on peut le faire avec PHP, qui n'est pas au top par rapport à Go ou autre là-dessus. Alors comment ça fonctionne? J'ai un composant qui expose de simples helpers Twig, et je peux juste dire préload-moi ce fichier que je viens de générer avec Webpack encore. Ça tombe bien. Voilà, j'ai juste à mettre ça. Et ça, qu'est-ce que ça donne? Si j'ai un serveur web qui est compatible avec HTTP2 et qui fait du serveur push, par exemple Apache, ou que j'utilise un CDN compatible comme Cloudflare, Akamai ou autre, eh ben, automatiquement, il y a un lien qui va être ajouté, ce link-là, par Symfony en disant au serveur web, attention, j'ai besoin, c'est une dépendance obligatoire de ce fichier de cet asset. Le serveur web va comprendre ça, va ouvrir une connexion HTTP2 avec le client s'il le supporte, et va pousser dedans et la page principale qui a été demandée, et ce qui a été référencé dans la même connexion. Du coup, ça permet de gagner énormément de temps, et c'est hyper simple à implémenter. C'est cool. Dernier truc, on aura peut-être même un petit peu de temps pour des questions. On a vu plein de recettes sur des bibliothèques de base. L'idée aussi, dans Symfony 4, c'est de proposer des briques fonctionnelles complètes et hyper faciles d'utilisation pour vous aider à développer beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement que ce qui était nécessaire. Par exemple, si on voulait installer une interface d'admin avant ou un système d'API, etc., ce n'était pas forcément évident, contrairement à d'autres solutions, dont Laravel ou Django, qui permettent de faire ça très très facilement. Voilà. Un des objectifs aussi, c'était de remédier à ça. Alors du coup, on va commencer avec une interface d'admin. Il y a un paquet avec un alias officiel, et qui est recommandé, du coup, en tout cas pour le moment, par la Core Team Symfony, qui s'appelle admin. En fait, il correspond à EasyAdmin, mais ça, à la limite, on n'a même pas besoin de le savoir pour le départ. Je tape Composer Require Admin, il y a un petit fichier de config qui est généré, j'ai juste à lui dire quelles sont les entités où je veux exposer une interface d'administration pour ça. Et juste en faisant ça, grâce à Flex, eh ben, j'obtiens une interface d'administration complètement fonctionnelle et je n'ai pas besoin d'aller chercher Internet pour voir est-ce que je dois choisir Sonata ou EasyAdmin et comment je l'installe et je n'ai pas la bonne version, etc. Là, tout fonctionne tout seul et c'est hyper facile et c'était très pratique pour mon weekend project. Si je veux une API, ça tombe bien parce que j'aime beaucoup ce projet, ben, c'est à peu près aussi simple. Composer Require API, là, ce n'est pas les fichiers listés dans un fichier YAML, j'ai juste une annotation à rajouter sur les entités que je veux exposer en tant qu'API. Et j'ai une API REST avec le support de plein de formats, même GraphQL, etc., qui fonctionne sans avoir eu à écrire une seule ligne de code. Truc qui était possible quand on connaissait bien Symfony 3, hyper facile même pour quelqu'un qui n'a jamais fait de Symfony de sa vie dans Symfony 4. Si vous voulez en savoir plus sur ce système d'API qui est intégré à Flex, c'est pareil, j'en parlerai en détail à Cluj. C'est sympa, c'est la ville de Dracula, n'hésitez pas à venir. Et du coup, j'ai fini. Il y a les Symfony Awards qui ont lieu en ce moment,
N'hésitez pas à voter pour les gens qui apportent le plus à la communauté sur le site de Symfony. Il y a plein de thématiques, il y a les contributeurs, les blogueurs, il y a plein de choses. Les gens qui aident le plus les personnes dans la communauté. Et si vous voulez noter Stalk, vous pouvez le faire sur ce site. Et merci beaucoup. Est-ce qu'on a le temps pour des questions? Okay. Alors, tu parlais de désinstallation. Ouais. Tu peux en dire un petit peu plus dessus, en fait? En fait, tu tapes Composer Require Admin, là. Du coup, tu as tes fichiers de config YAML, en gros, root et puis la config du bundle qui vont être créés, éventuellement des fichiers spécifiques au projet, il n'y en a pas pour EasyAdmin. C'est listé dans la recette, en fait, ces fichiers-là. Du coup, si tu tapes Composer Remove API, Admin, du coup, le Flex est capable de détecter quels sont les fichiers qu'il avait générés, vu qu'il y a une convention comme ça, et il va les supprimer. Mais du coup, avec le point env et tout, là, après, il y a quand même un peu de nettoyage à faire à la main ou... Avec les points env? Oui, par exemple. Alors, en fait, même pour les fichiers qui sont mis à jour, il y a un petit système de marqueurs qui est utilisé, qu'il ne faut pas supprimer. Et du coup, grâce aux marqueurs, c'est possible d'ajouter des données et de les supprimer. Donc, ça peut travailler au niveau d'un fichier, mais aussi à l'intérieur d'un fichier existant, comme les fichiers .env. OK, merci. Ou les git ignore. D'autres questions? Bonjour. Bonjour. Du coup, si j'ai bien compris, pour Symfony 4, ça fera comme le schéma qu'on avait eu avec Symfony 2.8 et Symfony 3.0, où en gros, il n'y a pas vraiment de nouveauté, juste de la suppression de... Oui, exactement. C'est exactement pareil, tu as tout compris. C'est Symfony 3.4, c'est exactement la même chose que Symfony 4, sauf qu'en plus, il y a une rétrocompatibilité, une couche de rétrocompatibilité avec Symfony 3, mais sans quoi c'est exactement pareil. Tout ce que j'ai montré là, ça marche avec 3.4. Et du coup, est-ce qu'on a vraiment un intérêt à utiliser Symfony 4 si c'est 3.4 Alors, Symfony 4, non. Ça n'a pas d'intérêt à l'utiliser par rapport à Symfony 3.4. Par contre, Symfony 4.1, qui sortira 6 mois après, qui aura des nouvelles fonctionnalités qui ne seront pas dans Symfony 3, lui, pour le coup, tu auras intérêt à l'utiliser. Et si tu as fait ta migration, tu as géré tes erreurs de dépréciation, etc. tout de suite, ce sera beaucoup plus facile à passer à Symfony 4.1. OK. Ouais. D'autres questions? Faudrait bien que je marque. Bonjour, merci pour la conférence. Je te vois pas. Ouais. Ah, oui, désolé. Du coup, j'avais une petite question au niveau de l'auto-wiring. Donc, moi, j'ai essayé, ça marche très bien. Il y a juste pour les repositories. Aujourd'hui, l'auto-wiring ne marche pas. Du coup, c'est quoi la meilleure façon de faire? Est-ce que c'est, même si ce n'est pas une bonne chose, d'injecter l'entity manager et de faire un get repository derrière ou... Ouais, alors dans mes exemples, le code n'était pas très lisible, mais il y a du doctrine et du coup j'injecte juste le manager registry et je fais à l'ancienne parce qu'effectivement c'est le truc pour lequel c'est un petit peu bloquant. Par contre, c'est en train d'évoluer. Il y a Ryan Weaver qui a ouvert plein de pull requests sur Doctrine Bundle et sur Symfony pour essayer de régler ce problème. C'est en train d'être fait là en ce moment, du coup n'hésitez pas à jeter un œil, mais l'idée c'est de trouver une solution pour pouvoir déclarer les managers as a service et pas avoir de problème quand la connexion à la base de données est perdue ou autre, ce qui est le cas actuellement. Parce qu'actuellement, si on déclare un manager en tant que service et que l'entity manager, pour une raison ou pour une autre, a un problème avec la connexion, on n'est pas capable de le reset et puis de récupérer la connexion. Là, l'idée, c'est de trouver un hack pour que ça marche. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Tu as parlé de Symfony Flex, des dépôts de packages, et tu n'as pas expliqué les manifestes sur comment c'est stocké, c'est un dépôt Git? Ouais, alors en fait, il y a les deux dépôts que j'ai... Effectivement, je passais très vite. Il y a un dépôt qui s'appelle Recipes, Recipes, et un autre qui s'appelle Recipes Contrib, qui sont sur Symfony. Du coup, les fichiers manifestes, etc., sont stockés là-dedans. Après, il y a un truc sur lequel je ne suis pas passé trop en détail, mais il y a un serveur en fait, qui va consommer ça et qui va exposer un petit peu à la manière de Packagist ces données de manière un petit peu transformée. Alors justement, ça enchaîne sur la question que j'avais réellement. Est-ce que vous avez pensé à développer une solution de proxy en self-hosted pour les pipelines qui n'ont pas accès au web? Pour le coup, la partie Flex, c'est surtout Fabien Potentiel qui l'a développé et je n'ai pas la réponse à ta question.
Très bien, merci. Concernant l'auto-wiring, du coup, est-ce qu'on a la possibilité d'utiliser des interfaces? Comment ça marche si on veut les utiliser? Ouais, alors en fait, il y avait la possibilité dès le départ, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la version de l'auto-wiring de Symfony 2.8 et la version qui a shippé avec Symfony 4, elle a été intégralement refaite. Du coup, en termes de code, ça n'a plus grand-chose à voir, mais oui, en fait, tu peux définir un alias dans les services Symfony en disant j'alias l'interface avec telle instance ou tel service ID, et du coup, à chaque fois que le système d'auto-wiring va rencontrer cette interface, il va utiliser ce mapping et il va injecter la dépendance que tu as donnée. Voilà. Merci, c'était la dernière question. Merci Kevin. Merci à tous.